Bonjour à tous, bonjour Stéphanie Baroncelli, Betty Piccioli, Richard Pesticini. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à notre table ronde. Quel est le rôle du numérique dans la littérature jeunesse aujourd'hui? Euh, je vais avant tout, pour permettre à nos auditeurs de bien pouvoir contextualiser cet échange, vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Stéphanie, par exemple. Bonjour, bonjour Carole, bonjour à tous. Alors, je suis Stéphanie Baroncelli et je dirige la maison d'édition Gulfstream Éditeur qui est basée à Nantes. On fait des livres pour la jeunesse, donc de la petite enfance aux jeunes adultes. Voilà. Merci beaucoup. Betty, si vous voulez prendre la suite. Oui, bonjour, moi je suis Betty Piccioli, je suis autrice de romans pour la jeunesse, mais pas que. Je suis aussi administratrice de la Ligue des auteurs professionnels. Et par exemple, j'ai édité un livre qui s'appelle Panique à Genelia chez Gulf. Merci beaucoup. Richard, si vous voulez, à votre tour, présenter, s'il vous plaît. D'accord. Eh bien, donc, Richard Petit-Signe, je suis comédien, conteur depuis longtemps et depuis 4 ans, auteur de textes jeunesse, voilà, albums et romans, entre autres chez Gulfstream Éditeur. Ok, formidable. Merci beaucoup. Bon, bah, comme vous le voyez, nous avons la chance autour de cette table d'avoir des expériences qui sont assez diverses, riches, et donc qui amèneront des débats passionnants. Ma première question est pour bien comprendre le rôle du numérique, qui finalement est un support, mais qui n'est pas autre chose, qui est un support aujourd'hui. C'est de comprendre en fait finalement quelle est la vocation de chacun envers le livre et l'écriture. Alors pour, reprendre, à l'inverse des présentations, Richard, est-ce que vous pourriez nous dire comment est née chez vous, cette vocation? Alors d'abord pour, le conte, oral, parlé à enfin lu à voix haute et puis, maintenant pour l'écriture, jeunesse, s'il vous plaît? Elle est assez lointaine, hein, effectivement. En fait, moi, j'ai eu envie de devenir comédien à l'âge de 9 ans. Voilà, donc ça repousse un petit peu. En jouant un spectacle, j'ai découvert ça, le théâtre, les mots, être sur scène, défendre des personnages, jouer des personnages. Et voilà, en fait, ça ne m'a jamais quitté depuis. Donc j'ai longtemps et beaucoup écrit, mais au début pour le théâtre. Euh, pour des contes, pour des spectacles. J'ai aussi adapté beaucoup déjà à l'époque, donc et même encore, donc des romans de Stevenson par exemple ou de Mark Twain. Donc voilà, les mots ont toujours été présents. Et puis à un moment donné, eh bien cette envie d'écrire pour le théâtre s'est transformée peu à peu en envie d'écrire éventuellement pour, euh, pour, pour les livres, tout simplement. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement. L'écriture m'a toujours accompagné. Et puis à un moment donné, eh bien, un album est arrivé, puis un autre, et puis tout s'est enchaîné. Et le plaisir s'est maintenu. Formidable. Et est-ce que vous diriez finalement que, vous allez aimer les mots, mais quelle que soit leur forme, puisque vous avez commencé avec les mots que l'on dit au théâtre, ensuite les mots que l'on lit, et puis maintenant les mots que l'on écrit. C'est Mhm. finalement la bannière sur Ben, laquelle. oui, 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 mais à mon avis, enfin, je pense que tout est complémentaire, hein, voilà, même en tant que comédien et conteur, ce sont deux métiers un peu différents, mais complémentaires. Voilà, oui, c'est d'abord le plaisir d'écrire et de dire des mots. Voilà. Après, le support en lui-même, bah, il est changeant, il peut bouger, mais je pense que entre chaque discipline que j'ai pu aborder dans mes 30 ans de carrière, bah, les passerelles ont toujours été là. Et à mon avis, elles sont primordiales dès lors qu'on veut partager des émotions, qu'on veut dire des mots, qu'on veut raconter des histoires. Voilà. À mon avis, après, un support peut nourrir un autre et je pense que c'est important de jamais perdre ça à l'esprit, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a amené aujourd'hui à faire des interventions en classe, notamment, où vous variez Oui. les supports à chaque fois.
Ben oui, c'est ça. En fait, oui, oui, oui. Moi, j'aime pas me cantonner à une seule chose, effectivement, hein. Donc, ce métier, moi, je me dis un peu raconteur d'histoire. Voilà. Donc, que ça soit à l'oral, à l'écrit, devant des adultes, devant des enfants, devant des ados. Enfin, pour moi, c'est toujours raconter des histoires. Donc, quand je rencontre les classes, comme je peux le faire en ce moment, oui, oui, c'est essayer d'amener avec mes mots. Les enfants, en l'occurrence, quand c'est des classes de primaire ou de maternelle, eh bien, essayer d'amener ces enfants à plonger dans, voilà, dans les mots, dans les miens et évidemment, généralement, dans tous les mots qu'ils pourront rencontrer à un moment donné. Donc oui, voilà, c'est ça, c'est essayer de faire passer un tout petit peu mon amour des mots, quoi. Tout à fait. Transmettre votre amour des mots, ça c'est une jolie formule que j'imagine évidemment que vous partagez, Betty, puisque vous avez plongé, si je puis dire, aussi très tôt dans la littérature. Vous pouvez nous en dire sans doute plus. Alors moi, j'ai coutume de dire que je ne me rappelle pas quand ça a commencé parce que j'ai des souvenirs et mes parents confirment que même avant de savoir lire, quand j'avais 3 4 ans, je leur demandais d'écrire des histoires que moi j'inventais à ma place en fait, puisqu'ils savaient écrire. Donc, donc voilà, ça a commencé très tôt. Mais ensuite, moi, j'ai beaucoup écrit quand j'étais ado, sans que ça aboutisse vraiment à quoi que ce soit. Et puis pendant mes études, j'ai fait totalement autre chose puisque j'ai fait Sciences Po et ensuite j'ai fait un début de carrière dans le monde politique. Et en fait, j'ai attendu de finir mes études pour reprendre ce que je voyais comme une passion. Et puis assez vite, en écrivant, en finissant d'écrire mon premier livre, et puis en commençant le deuxième, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien en faire vraiment mon métier. C'était un espèce de rêve un peu intouchable. Et puis j'ai tout fait pour y arriver. Et puis j'ai réussi à éditer le premier. Et là, j'ai pris la décision d'arrêter mon autre métier, mon autre carrière et de plonger totalement dans l'écriture en me disant si je veux faire que ça, il faut que je me donne les moyens et le temps surtout d'écrire tous les jours comme un vrai métier, quoi, ce qui n'est pas forcément évident de vivre de l'écriture, pas du tout même. Et donc, c'est ce que je fais depuis 3 ans et demi maintenant. Et maintenant, j'ai édité 6 romans, bientôt 7. Et puis voilà, je continue d'écrire avec d'autres idées en tête. Et moi aussi, je fais pas mal d'interventions scolaires. Je me suis un peu spécialisée il y a quelques temps parce que j'ai eu un moment aussi où, entre les deux, j'ai aussi été passionnée d'escape game, ce qui a quand même beaucoup à voir avec la créativité, l'écriture. Et puis, il y a beaucoup de passerelles entre jeu et littérature, surtout en jeunesse. Et du coup, j'écris beaucoup de livres dont vous êtes le héros et je fais pas mal d'interventions scolaires autour de ce qu'on appelle l'écriture interactive. Donc, le fait d'écrire une histoire avec des embranchements comme dans le jeu vidéo. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve assez passionnant et qui est de plus en plus en train de revenir, et notamment avec le numérique, beaucoup. Euh, Et Comme oui, ça, parce je que fais c'est une passerelle. oui, c'est exactement, bravo pour la transition. Bah oui, en effet, c'est amusant de voir à quel point ce sont 2 écosystèmes. Je parle du jeu vidéo et celui du livre qui sont capables de se nourrir l'un et l'autre. Et ici, on parle bien d'emprunt finalement, d'abord au jeu vidéo, si je puis dire, et qui va jusqu'à contribuer à la richesse créative de la littérature. Donc, vous avez bien raison de le mentionner. Mais merci de ce témoignage. Et je fais la transition de fait sur Stéphanie. Quel a été votre parcours pour arriver chez Gulfstream Moi, aujourd'hui? j'ai eu un début de carrière professionnelle, enfin un début. J'ai travaillé 10 ans dans un tout autre secteur, parce que j'étais dans l'agroalimentaire bio, mais j'occupais déjà des fonctions de marketing. Voilà, moi, je suis une marketeuse au départ. Et en fait, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de donner un peu plus de sens à mon travail.
Et donc, sans changer de métier, j'ai souhaité changer de secteur. Et en fait, je suis tombée sur une maison d'édition sans trop savoir où je mettais les pieds. Et j'ai rencontré une équipe super. Et ça va faire 7 ans maintenant que je travaille avec eux chez Gulfstream. Donc, c'était vraiment une rencontre un peu par hasard. Et puis voilà, c'est un peu viral comme passion. Donc, on s'y jette. Et formidable. Et d'autant plus quand on sait l'importance des mots dans le Exactement. En fait, marketing. ouais, il y avait un vrai pont possible avec mon métier. Et puis, quand on parle de multi-support et de savoir trouver les mots, aussi bien par écrit que par oral, c'est vraiment un univers où tous les postes sont amenés à être très attentifs au choix de leurs mots et puis à leur impact. Donc, voilà, c'est vrai que ça s'y prêtait plutôt bien. Ok, formidable. Ouais, merci beaucoup. Passionnant d'avoir comme ça quelques éléments de contexte pour bien pouvoir situer tous les parties prenantes de la discussion. Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez tous une expérience plus ou moins longue vis-à-vis du livre, mais en tout cas, vous en avez toute une qui est très forte avec les mots. Quel est, quel est le rôle qu'a joué ces dernières années le numérique dans l'évolution du mot, si je puis dire, de sa manière de le transporter, de le communiquer? Et puis, dans un deuxième temps, quel est le rôle du numérique dans le livre en tant qu'objet, en tant que support de lecture, si je puis dire? Betty, peut-être si vous voulez entamer le sujet. Je trouve ça assez compliqué comme question. Alors, après, moi, je suis vraiment dans la jeunesse et j'ai l'impression que le numérique n'a pas vraiment encore fait sa réelle entrée. C'est difficile. Moi, je sais que je lis beaucoup sur support numérique. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que mes éditeurs me disent aussi quand on a les relevés de droit, on s'en rend compte, le numérique vend peu, notamment en jeunesse. C'est compliqué avec des livres classiques, on va dire, d'aller là-dessus. Après, moi, j'ai aussi la casquette de la Ligue des auteurs. Donc, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, nous, en tant qu'organisation, en tant que syndicat. On voit bien qu'il y a une évolution ces dernières années de l'usage du numérique et dans nos métiers et au niveau des lecteurs et de nouvelles entreprises qui émergent autour du numérique exclusivement la plupart du temps. On voit aussi, je pense à Webtoon qui est apparu il y a 2 ans en France et qui a un peu Qui explose. qui explose et qui a créé un nouveau marché avec des retombées intéressantes, avec des auteurs qui peuvent être édités d'abord sur Webtoon et puis derrière avec des chiffres de lecture tellement impressionnants qu'on se retrouve à avoir de l'édition classique sur un support qui, à la base, était numérique. On l'a vu aussi, ça s'est pas mal vu il y a quelques années avec Wattpad sur le support numérique sur des romans plus classiques, mais là aussi, c'est beaucoup des romans adultes, quoique un peu young adulte aussi. Mais oui, en fait, j'ai l'impression que c'est une autre porte d'entrée souvent pour certains auteurs, certains illustrateurs pour accéder au marché classique de l'édition. Après, avec ce qu'on voit aussi beaucoup, nous, à la Ligue, c'est des choses qui peuvent dériver un peu dans le sens où il y a plein de plateformes et on n'est pas toujours au courant du fait que tel roman se retrouve sur telle plateforme, que voilà, on découvre un peu les choses parfois a posteriori. Ça peut être un peu compliqué et ça rajoute encore une fois. C'est le même problème qu'on a avec les traductions, hein, de se rendre compte que tel livre a été traduit et que telle maison d'édition ne l'a pas forcément dit à l'auteur. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la place de l'auteur dans tout ça est beaucoup à encore trouver, À sécuriser. à sécuriser. Voilà, il y a toujours une question de régularisation hein, quand il y a un nouveau marché qui arrive, des
des nouveaux formats, etc., la question se pose de quelle est la loi, qu'est-ce qu'on fait juridiquement par rapport à tout ça, comment on protège chaque partie du contrat. Et voilà, il y a des choses qui sont encore beaucoup à mettre en place, je pense, et il y a forcément des dérives et des entreprises qui s'engouffrent un peu dans un vide juridique pour parfois en profiter. Donc voilà, il faut arriver à régulariser tout ça et que chaque partie, et notamment les créateurs, en tirent bénéfice. Sans doute est-ce lié aussi à l'émergence de ce marché, qui fait qu'il y a toujours une phase de stabilisation avant qu'on atteigne une asymptote où il y a un équilibre entre tous les acteurs. Je rejoins un petit peu Betty aussi sur le côté de l'encadrement et du fait que ça rentre aussi pleinement dans les usages d'une maison d'édition. C'est-à-dire que ce soit une activité à part entière avec un vrai cadre, une vraie structure et puis des rappels de date parce qu'en fait, il y a aussi des décalages dans le temps. On peut céder des droits ou valider quelque chose et hop, après, on passe à autre chose parce que voilà, on est sur beaucoup de mouvements et beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'intermédiaires. Et donc, effectivement, on n'a pas ce suivi comme on peut avoir un suivi très carré sur le livre papier. Parfois, il y a des choses qui nous échappent aussi, qui se font, mais qui, voilà, on prend des fois aussi un petit peu le train en marche et les auteurs en pâtissent, mais nous aussi. Et je pense qu'il faut que ce soit vraiment une activité à part entière de la maison d'édition, quoi, parce qu'en fait, ça va devenir le cas, ça va devenir très, très important, je pense, pour tous les éditeurs. Déjà, adultes, c'est le cas, mais pour les éditeurs jeunesse, c'est en passe de le devenir également, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, sans doute que la création de groupes numériques au sein de certains syndicats ou d'experts dédiés d'un point de vue juridique et surtout enfin, voilà, de l'écriture de lois dédiées sur ce domaine-là vont permettre de border un peu plus le sujet. Aujourd'hui, hein, vous le disiez tout à l'heure, Betty, les acteurs commencent à arriver, mais sont quand même assez peu nombreux. Est-ce que quelle est votre conviction vis-à-vis de ces acteurs? Vous pensez qu'ils sont amenés à rester? Vous pensez qu'ils sont amenés à se faire absorber? Vous pensez que c'est un effet de mode? Quelle est votre position? Enfin, quel est votre sentiment par rapport à ça? Là aussi, très compliqué, je trouve, de répondre. Alors, je ne pense pas que ce soit réellement un effet de mode parce que il y a, dans le numérique, pendant longtemps, il y avait un peu, je pense, comment dire, une lecture un peu annexe où il fallait avoir je ne sais plus comment ça s'appelle, moi j'appelle ça Liseuse. une liseuse, voilà, j'allais dire Ouais. Bien spécifique, oui, c'est sûr. Il y avait un usage qui n'était pas répandu. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'était un usage un peu particulier avec une machine particulière à avoir, un équipement à avoir. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de choses se sont démocratisées avec l'usage du smartphone, avec la performance du smartphone qui est de plus en plus forte. Et c'est vrai que tout ce qui émerge aujourd'hui en lecture numérique, on voit voilà, beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui justement se servent du smartphone comme premier support et essayent d'en exploiter les possibilités et le format. Je pense à Webtoon avec cette idée de lecture qui est en fait verticale. Enfin, voilà, et que utiliser le scrolling, quand on en discute avec les illustrateurs, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et eux aussi doivent s'y habituer au fait qu'on ne fait plus une BD. Enfin, quand on veut ces formats-là, on ne fait plus une BD case par case, page par page. Il faut cette idée de dérouler toujours et de suspense aussi à la fin d'un épisode pour avoir envie d'aller au suivant. Donc, il y a le côté feuilleton qui va entrer en jeu aussi. Oui, tout ce qu'on appelle le côté Netflix, en fait, pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je sais que j'ai écrit aussi pour Rocambole qui est devenu Doors. Et en fait, j'ai dû apprendre à écrire une série littéraire. Donc voilà, avec comme des épisodes de série qu'on voit à la télé. Donc avec une intrigue à l'intérieur de chaque épisode et un suspense à la fin pour avoir envie de passer à l'épisode suivant. Donc c'est aussi un peu particulier dans la façon d'écrire.
Et voilà, on peut pas juste, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste prendre un roman et dire, bon, ben voilà, on l'a passé au format numérique, maintenant tout le monde va le lire au format numérique. Il faut faire autre chose. Et notamment quand on s'adresse à la jeunesse, je pense qu'il faut que l'aspect graphique, l'aspect interactif entre plus en compte et ce support smartphone, est-ce qu'on peut, et comment on peut l'exploiter en fait. Donc je pense que si des entreprises arrivent à bien se mettre au goût du jour avec ça et à être dans cette démarche-là, elles peuvent durer, bien entendu, mais là aussi, il va falloir voir comment elles arrivent à s'inclure dans le marché du livre, dans un secteur qui est déjà un peu complexe, avec beaucoup d'acteurs en présence et avec des rapports de force complexes aussi. Donc voilà, à voir comment ça va se passer dans les années à venir, quoi. OK, merci beaucoup. C'est intéressant cette idée que c'est la fin des copier-coller, que le numérique n'est pas seulement qu'une extension, et que l'homothétique, c'est pas l'avenir du numérique et puis, cette idée aussi du numérique comme, comme stimuli pour la créativité, parce que ça exigeant, un support différent, c'est intéressant. Betty, vous parliez de ce marché et de tous les acteurs en présence. Stéphanie, vous qui, êtes éditrice, comment vous voyez, justement ces acteurs numériques, dans votre, paysage? Bah, il y a plusieurs, en fait, c'est un petit peu une chaîne parallèle. On va retrouver les mêmes intervenants aux mêmes endroits. La chaîne n'est pas beaucoup plus courte que sur le livre papier. On va avoir des fabricants de livres numériques, on va avoir des diffuseurs de livres numériques, des distributeurs de livres numériques. Donc, en fait, il y aura pas, à mon sens, il n'y aura pas beaucoup moins d'intermédiaires que sur la chaîne du livre papier. Et c'est déjà là, en fait, qu'il y a beaucoup de pression, comme pouvait le dire Betty, sur cette multiplication des intermédiaires dans la chaîne du livre. Donc, il faut voir comment est-ce que le livre numérique réussira à déjouer un petit peu justement l'écueil de la multiplication des acteurs. Ce sera peut-être plus possible pour le livre numérique que ça l'a été pour le livre papier. Je l'espère en fait. Et est-ce que vous diriez, par exemple, dans votre exemple de Gulfstream Édition, éditeur, pardon, est-ce que vous diriez que, la perspective, d'aller encore plus loin en dédiant un service, hem, ouais, enfin, voilà, en créant un service, dédié au numérique ou à son exploitation, ça fait partie, par exemple, de vos stratégies ou de celles auxquelles vous songez? Ou au contraire, vous seriez plutôt à penser que, l'idéal étant que chacun finalement fasse son métier et que, il y ait une espèce de travail commun, qui se fasse avec d'autres acteurs? Je pense qu'il faut que les maisons d'édition. Alors, pour rebondir aussi sur ce que disait Betty, parce que je trouve que c'est là aussi peut-être le garde-fou à avoir, c'est qu'effectivement, ce serait dommage que les auteurs pensent leur livre de manière à ce qu'ils puissent rentrer ensuite dans un format qui se prête bien au numérique. Mais voilà, c'est peut-être aussi la finalité. Voilà, l'avenir nous le dira. On a vu déjà que pour des sessions pour la traduction, certains auteurs ou maisons d'édition faisaient réfléchir les auteurs pour que ça se prête encore mieux à certaines traductions. On le sait que ça peut arriver, mais je pense qu'il y a un danger ici, il faut quand même en avoir un peu conscience. Et par rapport au fait d'intégrer vraiment des compétences, pour l'éditeur, on ne va pas avoir le choix que de bien comprendre en fait de quoi il s'agit. Parce que même si après, il y a une sorte de sous-traitance, parce que ce sont des compétences quand même très, très techniques au départ, on a un manuscrit, on veut en faire quelque chose de numérique. Alors, juste en passant sur InDesign pour faire un EPUB, très bien, ça, on peut le faire. Mais je crois que si ça pouvait suffire, ça, sur la littérature générale pour les adultes, je pense qu'il y a tellement, tellement de potentiel, d'interactivité pour la jeunesse qu'un éditeur jeunesse, il n'a aucun intérêt à faire un e-book pour faire un e-book. Voilà. Il ne trouvera pas sa cible, il ne trouvera pas son lecteur. C'est pas ce qu'on, pour nous, hein, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Si on fait des e-books,
il faudra qu'ils apportent quelque chose de différent, quelque chose de plus, parce qu'il y a cette possibilité de le faire avec le numérique. Donc ça, les compétences en interne, elles ne seront pas toutes présentes. Il faudra quand même qu'il y ait cette culture un petit peu du numérique pour accompagner aussi les professionnels du numérique à faire quelque chose de bien avec les livres de nos auteurs. C'est plutôt là, en fait, un guide. L'idée du guide est intéressante, ouais, d'avoir finalement les 2 rails en voie parallèle, et Ouais. faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'accident d'aiguillage. Mm. Oui, c'est super intéressant. Alors, on a parlé beaucoup du numérique en tant que produit, hem, mais et ce serait intéressant aussi d'avoir l'idée, l'avis de Richard sur le numérique en tant que communication, en tant que moyen de faire connaître. Quelle est votre expérience, par rapport à ça? Je pense notamment à vos expériences, de conteur et de théâtre. Richard? Oui, bah, le numérique effectivement est entré assez vite, en fait dans la compagnie et dans ma discipline. Dès qu'il y a eu, plus de facilité à faire voyager des images, à envoyer des invitations, voilà. Tout ça, ça a facilité beaucoup le travail, de la compagnie en ce qui me concerne, et ça a amené aussi beaucoup de résultats. C'est sûr qu'on peut être vu beaucoup plus facilement qu'avant et entendu et lu beaucoup plus facilement qu'avant. Donc après, c'est un peu, enfin voilà, dès lors qu'on parle d'adaptation, voilà, ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits. Donc, Mmh. il faut juste que, à mon avis, hein, et aussi pour rebondir à ce qui a été dit avant, en tant qu'auteur, c'est avoir une complète transparence avec voilà entre tous les acteurs pour arriver à un produit qui évite toute réserve et éventuellement toute déception. Donc voilà, le numérique maintenant est suffisamment large, suffisamment développé pour qu'on puisse arriver à trouver des supports, comme je disais, des passerelles vraiment idéales entre l'auteur, la maison d'édition, le diffuseur, enfin voilà, votre maison par exemple. Je pense que maintenant le numérique doit passer à, euh, à ce que les différents acteurs voilà, soient sur le même fonctionnement et en tous les cas sur le même chemin. Voilà, Oui, tout à fait. je pense. Et vous parliez d'ailleurs de choix dans l'adaptation. C'est aussi une question qui s'est posée quand vous avez adapté les romans de Stevenson, au théâtre, par exemple. J'imagine, à un moment, il y a des choix à Absolument. faire. Oui, 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 bah, toujours, c'est ça. Après, tout dépend de ce qu'on va adapter, mais c'est vrai que pour un Stevenson, L'île au trésor, par exemple, pour faire un spectacle d'une heure d'un roman de 280 pages avec une floraison de personnages et sachant que je devais tout jouer tout seul, voilà, c'était un monologue, donc c'est super intéressant, mais ça demande aussi effectivement de faire des choix et surtout d'avoir une vraie vision de ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pareil là pour adapter les romans. Il faut une ligne directrice claire, identifiée, acceptée par tous les acteurs. Et après une fois que les choix sont faits et qu'on en accepte l'augure, nous, en tant qu'auteurs, par exemple, eh bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui, Dès lors que c'est d'après. Voilà, c'est ça, il y a des choix faits, assumés. Et je pense que c'est plus intéressant que de faire du copier-coller. Moi, je trouve que c'est plus intéressant que les structures qui décident d'adapter un roman prennent une direction énoncée dès le départ et qu'elles s'y tiennent. Voilà. Et moi, en tant qu'auteur, étant moi-même adaptateur, alors je n'ai jamais rencontré Stevenson, évidemment, mais j'ai rencontré d'autres auteurs adaptés qui sont vivants, comme Baru, par exemple, le grand auteur de bande dessinée, qui avait accepté que j'adapte l'une de ses BD, Les années Spoutnik, pour en faire un spectacle. Un jour, Baru a été au premier rang de la salle, il a vu le spectacle, et c'est toujours intéressant d'avoir son avis. Mais pareil, j'ai donné, moi, l'axe que je voulais donner de son travail, il a accepté, et après, voilà, je m'y suis tenu. Donc, en essayant évidemment de ne pas trahir, de rester au plus près possible de son œuvre, mais en donnant quand même ma vision de cette œuvre. Voilà. Et donc, en tranchant, enfin voilà, en modelant ça de manière à ce que ce que je voulais dire tienne dans la durée d'un spectacle et que lui-même, en le voyant, ne se dise pas, j'aurais pas dû lui filer l'autorisation, quoi. Richard, qu'en a pensé, Baru de votre adaptation? Ça s'est bien passé. Évidemment, le régisseur, juste avant de jouer, vient me voir en me disant, voilà, t'inquiète pas, joue comme d'habitude, mais Baru est au premier rang.
Alors évidemment, ça met un petit peu de pression quand même. Ça s'est très bien passé. À la fin, on a discuté, bien sûr. Il m'a donné son ressenti, qui était très positif. Et d'ailleurs, il y a un bout d'anecdote là-dessus, c'est que donc c'est une tétralogie. Les années Spoutnik, c'est 4 albums. Et donc, dans le troisième, il y a un long moment. Et donc, il m'a demandé, il se demandait comment j'allais pouvoir me sortir de ce moment un peu pénible que lui-même reconnaissait 10 ans après. Voilà, il était curieux de voir ce que j'allais faire de ce long épisode dans la troisième BD que lui trouvait très, 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 très longue. Et effectivement, moi-même aussi, d'ailleurs. Donc, je lui dis, bah, écoutez, voilà, j'en ai fait 4 lignes. Et il me dit, ouais, j'ai vu. Et c'était bien. Voilà, donc c'est toujours bien de faire des choix, d'assumer ses choix. Et puis, quand on sent que c'est pas terrible, même dans une œuvre qu'on adore, eh bien, faut pas hésiter. Ouais. C'est vrai. Assumer ses choix. Ça doit être sympathique à entendre de la part de Bien sûr, bah oui, Mm. oui, non, mais c'est un vrai plaisir, hein. C'est un vrai plaisir, oui, oui, oui. Et puis voilà, de le rencontrer, d'avoir son ressenti, et puis voilà, qu'il ait passé un bon moment. Évidemment, comme il était au premier rang, je le voyais rire aussi. Donc rire à ses propres gags, à ses propres bêtises, évidemment, ça m'a soutenu. Et puis voilà, j'étais ravi de jouer devant lui et après d'en discuter et d'avoir ses retours. On espère tous ça, bien sûr. Bah, justement, vous parlez des retours, c'est une bonne façon d'enchaîner sur, peut-être la possibilité aussi, du numérique d'offrir des retours, peut-être plus directs, parfois peut-être plus crûment, aussi aux auteurs, aux éditeurs. Je pense notamment, à nos amis de Babelio, qui, font un travail formidable sur, tout ce qui est, communauté, de retours. Est-ce que ce sont des outils ou Booknode d'ailleurs, est-ce que ce sont des outils, que vous utilisez, que vous appréciez, auxquels vous revenez, souvent, que ce soit en tant qu'auteur ou éditeur d'ailleurs? Betty par exemple, je sais pas si vous voulez? On est sage, on attend le. Oui, je vois ça. Ouais. Alors, j'avoue, j'aime beaucoup avoir des retours. C'est sûr que c'est toujours très intéressant de savoir ce que nos lecteurs pensent de ce qu'on écrit. Là, j'avoue, je viens d'écrire sur Doors et c'est super parce que du coup, je vois le nombre de lectures en temps réel et les gens laissent beaucoup de commentaires sur cette application. Donc, je vois qui a aimé et pourquoi. Donc, c'est très intéressant. Alors après, le problème des retours, c'est que parfois, ça peut virer à l'aspect haineux et prendre des proportions qui sont un peu compliquées à gérer. Moi, je sais, il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai sorti un livre auto-édité, parce que je voulais tenter l'auto-édition pour un livre un peu particulier. Et en fait, on m'a prévenu que sur un forum, il était lu en lecture commune par plusieurs personnes. Et comme c'est un livre qui parle d'Écosse et qui prend un peu la base d'une série bien connue qui est Outlander, les lectrices qui ont décidé de faire cette lecture commune avaient une certaine attente, notamment sur la façon dont j'allais traiter l'histoire d'amour, etc. Et plusieurs ont été déçues. Et elles sont allées, il y en a 2 qui sont allées sur toutes les plateformes mettre des mauvaises notes pour cette raison particulière et parce qu'elles trouvaient ça trop engagé et trop féministe, parce qu'elles ne voulaient pas d'un livre féministe quand elles ont commencé à le lire. Et donc, en fait, je me suis pris. Alors, à chaque fois, c'était que 2 notes, mais sur toutes les plateformes, avec un pavé hyper long expliquant pourquoi il ne fallait pas lire ce livre et que je me prenais pour une grande autrice alors que j'étais nulle et que. Enfin, voilà, c'était du coup un peu compliqué à gérer. Et voilà, les retours peuvent aussi être très durs. Et en jeunesse, alors je trouve qu'on a souvent ce genre de retour avec des personnes adultes qui lisent nos livres et qui disent c'est trop jeunesse pour moi et qui mettent une mauvaise note. Écoute, C'est ce que je voulais dire. voilà, si j'ai Oui. écrit un livre destiné aux 8-12 ans, effectivement, tu n'es pas forcément la cible. Tu n'es pas la cible. Voilà, donc, Après ça, à la rigueur, Ouais. c'est presque mignon comme, oui, mais quand ça revient Oui, mais quand il y en fréquemment, a plusieurs, voilà, c'est ça. voilà, Quand il y en a plusieurs, bien ça sûr, finit par agacer un peu. Ouais, bien ouais. sûr. Mais c'est vrai que Babelio, c'est un super support. Nous, on l'utilise beaucoup, mais comme disait Betty,
notamment spécifiquement pour la jeunesse, on n'a pas forcément des retours constructifs ou des retours qui nous servent parce que c'est pas la cible. Donc on le fait pour les livres young adult, ou, voilà, mais pour du plus jeune, voilà, on préfère des comités de lecture, on voit des choses comme ça. Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ouais, de toute façon, c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que C'est frontal. voilà, il y a tout et n'importe quoi. Et quand c'est posé, voilà, c'est ça. Et que quand c'est posé sur la toile, c'est un peu ça le problème. Voilà, moi c'est un peu donc bon, je suis pas un grand amateur. Après aussi, c'est peut-être mon âge qui fait ça, hein. Voilà, et c'est vrai que sur le livre que j'ai pu faire avec Gulfstream, voilà, il y a un personnage qui est québécois, la maman Ah oui. en l'occurrence, et donc une lectrice québécoise n'a pas du tout apprécié que je me moque presque du Québec, alors qu'en fait non. Mais bon, je pense que voilà, il y a parfois des ressentis personnels que nous évidemment on ne peut pas maîtriser, et que moi quand j'écris, je pense qu'il y a eu un malentendu par rapport à ça. C'était pas non plus voilà, c'était un roman drôle à vocation humoristique. Alors que l'humour ne passe pas, ça je le comprends. Dès lors qu'on se lance un peu dans l'humour, bah voilà, comme c'est très mal partagé, on peut se faire tailler, et ça c'est la règle du jeu, et c'est pas gênant. Mais quand c'est plus sur le fond, et qu'on se permet des critiques et un ton un peu acerbe, bah sans possibilité de répondre. Sauf que là, j'ai répondu à cette personne. Voilà, c'est la seule critique depuis que je fais des livres, à qui j'ai répondu personnellement, mais par mail. Voilà, parce que je n'ai pas envie que ça soit non plus sur la toile. C'est voilà, Bien à me sûr. poser par l'aspect public, voilà, qui me semble un peu néfaste en ce qui me concerne. Oui, tout à fait. Oui, il est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de laver son linge sale en public, et puis les réseaux sociaux ont un pouvoir de cabale, et donc de nuisance qui est fort. Mm, Et Il faut voir intéressant de aussi que voir. les jeunes ne le prennent pas non plus de cette façon-là. Je crois qu'on a aussi une génération où chaque mot compte, que ce soit un message sur Facebook ou parce qu'on est peut-être un peu plus sensible à ça. Je crois que les jeunes, donc les plus jeunes que nous en tout cas, ont cette habitude de tout dire. Et en fait, voilà, c'est pas parce que quelqu'un va lire une mauvaise critique que ça va le décourager d'aller découvrir un ouvrage. On le prend aussi de manière un peu plus susceptible, je pense, parce qu'on n'a pas le même usage mm. exactement des réseaux sociaux, des plateformes. Oui, c'est ça. Bah, c'est que nous, il y a encore un filtre, voilà, que beaucoup de Voilà. jeunes ont Mm, retiré. exactement. Mm. Ouais, quel sujet. Ah oui, là, ce serait un vaste Oui, sujet. oui, Les anciens et les effectivement. modernes, à l'heure du Mm, numérique, ce sera sans doute une prochaine table ronde. une Euh, Sans grande aucun table. doute. Cette conférence touche à sa fin, pardon. C'était un grand plaisir de vous avoir tous les trois, Richard, Stéphanie, Betty, pour parler de littérature jeunesse à l'heure du numérique. Cette table ronde était organisée par Nabouk, et nous vous souhaitons à tous euh, un beau salon du livre et de la presse jeunesse.